bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour, alors vous allez le voir, une opération qui est quand même une opération d'ampleur et une opération exceptionnelle. Qu'est-ce qu'on vous propose et qu'est-ce qu'on va vous proposer durant 4 sessions bien particulières? Eh bien, c'est de rendre compte des travaux d'un think tank éphémère, d'un cercle de réflexion sur les innovations de santé, dont le projet a été finalement de réunir toutes les parties prenantes, les médecins, les patients évidemment, mais aussi les industriels, les chercheurs, les économistes, bref, tous ceux qui, à un moment, agissent ou réfléchissent autour de la santé et autour des innovations de santé. Et quand je vous dis que c'est une opération d'ampleur, c'est que ce sont 90 contributeurs qui, sur ces dernières semaines, ont apporté 135 propositions autour de 4 grands ateliers dont nous allons maintenant rendre compte. Alors là, dans l'heure qui suit, nous allons rendre compte d'un des chapitres, d'un des sujets de ces ateliers, mais vous pourrez aller consulter les autres émissions que nous allons produire et qui rendront compte des autres ateliers. Là, ce qui nous intéresse, alors, c'est l'une des thématiques. En l'occurrence, elle s'appelle Terre de champions. Terre de champions, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire comment est-ce que la France peut soutenir ses innovateurs en santé et ses innovations en santé. Et à chaque fois, c'est l'économiste Nicolas Bouzou, alors spécialiste justement de la santé. Nicolas, vous vous intéressez à l'économie de la santé depuis de nombreuses années. Vous avez la conviction, comme nous, qu'elle porte énormément des enjeux de développement du pays. Et donc, vous allez à chaque fois introduire ces thématiques. En l'occurrence, là, c'est Terre de champions. Quels sont pour vous les points clés de cette thématique sur le soutien que la France peut apporter à ses innovateurs? Alors, la première chose, vous l'avez dit Stéphane en introduction, c'est qu'il y a énormément d'innovations dans la santé, et c'est pas simplement des innovations thérapeutiques en fait. Parce que c'est vrai que quand on parle de l'économie de la santé, on pense souvent aux laboratoires pharmaceutiques, ou de plus en plus avec les innovations tout à fait passionnantes d'ailleurs qu'on voit dans les vaccins maintenant. On sait qu'il y a des startups aussi qui innovent dans le domaine thérapeutique, mais en fait, dans la santé, ce qui est passionnant, je trouve, c'est qu'il y a des innovations absolument partout. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'innovations dans ce qu'on appelle les dispositifs médicaux, c'est-à-dire les petites choses qu'on peut nous mettre dans le corps quand par exemple on a un problème cardiaque. Dans le corps ou autour du corps. Autour du corps, voilà. Il y a énormément d'innovations dans le domaine de l'imagerie. Aujourd'hui, quand vous visitez un centre de radiologie, quand vous voyez les machines les plus récentes, mais c'est absolument extraordinaire. C'est-à-dire qu'on voit des nanomètres du corps sur des écrans géants en 3D, etc. C'est absolument fascinant. Donc il y a vraiment énormément d'innovations. En France, comme toujours... Aussi, parce qu'on va en parler, tu as aussi le pilulier connecté, c'est-à-dire le truc, à un moment, tu vois, ça, mais il y en avait vraiment besoin. Mais oui, il y en a besoin. Figurez-vous qu'il y a des malades chroniques qui oublient de prendre aujourd'hui. Ça, c'est un champ. Alors, on a beaucoup parlé depuis la crise du Covid de la télémédecine. C'est un sujet très intéressant. Ça, c'est ce qu'on appelle, alors le terme n'est pas très beau, il fait un peu sécurité, mais en fait, c'est pas ça. C'est ce qu'on appelle la télésurveillance. Voilà, c'est-à-dire le fait qu'en effet, on peut avoir des objets connectés. Alors, des objets connectés, ça peut être un objet extérieur, un objet qui est à l'intérieur de notre corps, qui est connecté aussi à un hôpital ou à un médecin. Et d'ailleurs, je me souviens, il y a quelques années, j'avais fait un débat avec le président du SAMU à l'époque, c'était il y a 2-3 ans, il m'avait dit une phrase qui m'avait beaucoup marqué, je crois qu'il avait raison, il m'avait dit dans 10 ans, c'est pas toi qui appelleras le SAMU, c'est le SAMU qui t'appellera. Vous comprenez évidemment. On est au cœur du sujet, Nicolas. Il y a combien de temps qu'il t'a dit ça? 2-3 ans. 2-3 ans. Oui, mais si ça se trouve, dans 10 ans, on y sera encore, peut-être. On est au cœur du sujet. C'est peut-être pas plus mal. Comment est-ce qu'on fait? Alors, c'est ça. Voilà. Comment est-ce qu'on fait pour qu'il ait raison? Comment est-ce qu'on fait? Et que ce soit en France. Alors, déjà, en France, il y a, mais comme dans tous les domaines, tu connais ça par cœur, mais il y a énormément de start-up. Mais vraiment, je ne le dis pas par bien-pensance. Il y a énormément de start-up dans tous ces domaines, c'est extraordinaire, pour des raisons qu'on connaît bien, parce qu'on a les bonnes personnes, parce qu'on a des écoles d'ingénieurs qui sont très performantes, parce qu'on a un écosystème qui est très propice à la création d'entreprises, et même, ce que peu de gens savent, au financement, en fait, au début, les contraintes de financement, de capital risque, de capital investissement, elles se sont quand même progressivement plutôt levées ces dernières années. En fait, le problème, c'est pas ça. Le problème des startups, je pense qu'on en reparlera tout au long de la journée, c'est qu'elles ont des difficultés en France à accéder au marché. Alors, ça peut pas être tout bête, mais moi, je connais plein de startups qui me disent, j'en ai une en tête qui fait des nano-caméras pour aller dans l'œsophage, donc truc vraiment super, à Paris, hein, attends, écoute ça. Non, mais c'est génial, c'est des pathologies qui peuvent être assez graves. Et le type me dit, mais c'est beaucoup plus facile pour moi d'aller sur le marché chinois ou d'aller sur le marché américain. Marché américain, les règles du jeu, elles sont simples. Hein. Ce sont des négociations extrêmement viriles avec des assureurs. C'est très violent, mais une fois que c'est négocié, une fois qu'on a le contrat,
paf, on vend aux hôpitaux et c'est relativement simple, quoi. En Europe, c'est incroyablement compliqué parce que, en fait, il n'y a pas de marché européen. C'est ça le truc. Mais ça, c'est quelque chose que tu connais dans d'autres domaines avec les startups. C'est-à-dire que l'Europe est un très grand continent, mais il n'y a pas de marché européen. Dans tous les domaines. Voilà. Et donc, dans le domaine de la santé, qui est quand même assez capitalistique, quand on parle de ce type d'innovation, il faut mettre de l'argent au départ. Bah, évidemment, nos startups, elles ont du mal à écouler leur production sur le marché européen. Alors, le bon côté des choses, c'est que, en fait, c'est un obstacle qu'on pourrait lever. On a bien fait le marché unique dans tout un tas de domaines. C'est l'un des grands acquis, peut-être le plus grand d'ailleurs, de l'Union européenne. On peut imaginer sur des technologies innovantes de faire un marché unique. Et en fait, la France serait peut-être le pays qui gagnerait le plus en Europe. Parce que comme on a plein de startups, elles sont prêtes. Donc si on leur offre le marché, ça va être absolument super. Elles vont pouvoir se développer, on va avoir des emplois, etc. Accès au marché. Ouais, on prend quand même, alors, et on va démarrer d'ailleurs le débat là-dessus, hein, on prend quand même un petit choc, nous, cette année. On a un prix Nobel de chimie, qui s'appelle Emmanuelle Charpentier. Ouais. Elle est en Allemagne. Voilà. Et puis on a surtout, enfin, on va dire sans doute, l'un des hommes de l'année, il s'appelle Stéphane Bancel. Ouais. Moi, je le connaissais quand il dirigeait Biomérieux, Stéphane Bancel. Il est parti à Boston et puis il a dirigé Moderna. Et le voilà qui sort le vaccin qui va sauver une partie de l'économie mondiale. Oui. Eh ben, on exporte les talents, du coup, on apporte les produits. On est au cœur du truc quand même. Pourquoi est-ce que Stéphane Bancel ne peut pas faire Moderna en France justement, alors, il ne peut pas faire Moderna. Alors, en l'occurrence, Moderna a bénéficié de... Réponse courte, parce que ça va très courte, mais de pas mal d'argent public. Et en Europe, on n'est pas structuré pour ça. Ouais. Mais surtout, allez... Et je terminerai là-dessus pour nous faire réfléchir, mais les premiers pays qui vaccinent, qui ont acheté le vaccin, c'est le Royaume-Uni, le Canada, l'Arabie Saoudite, les États-Unis, ça commence. Et ben moi, je me suis très agacé du fait que les vaccins, on les ait pas encore en Union européenne. Oui, parce que en fait, c'est presque un autre sujet, ça. Non, mais l'un des autres sujets dont c'est pas un autre sujet parce qu'en ce moment, on a complètement raccourci les délais. Si tu veux avoir une idée de la façon dont ça se passe en général, ce qui se passe avec le vaccin, tu multiplies les délais par 10 ou par 100, et donc l'écart entre le Royaume-Uni, il fait encore partie de l'Union européenne quelques jours, mais entre les États-Unis et l'Union européenne, il est beaucoup plus important que ce qu'on voit là avec les vaccins. Allez, on va en débattre tout de suite, justement. On repart les amis, on repart donc avec notre débat autour de cette thématique Terre de champions. Corinne Blachier-Poisson est avec nous. Bonjour Corinne, vice-présidente et directrice générale de Amgen pour la France. Franck Mouton. Bonjour Franck. Bonjour. Président de France Biotech. Et puis nous avons en duplex avec nous Jean-Yves Blais, qui est le président d'Unicancer, et Gérard de Pouvourville, qui est alors professeur émérite à l'ESSEC et directeur de l'Institut de la Santé. Gérard, je peux peut-être d'ailleurs commencer avec vous, si vous êtes en ligne, parce que c'est vous qui avez porté, donc je l'ai dit, c'est un dispositif, alors pour le coup ultra innovant, qui a été mis en place dans ce think tank éphémère, 90 contributeurs, 135 propositions, et alors ce qu'on a appelé des super éclaireurs. Gérard, vous êtes super éclaireur, voilà, autour de cette thématique de Terre de champions. Démarrons dans le dur, Gérard, parce que Nicolas Bouzou tout à l'heure nous disait... Le premier des sujets, finalement, si on veut essayer de faire de la France un pays qui fait grossir ses innovateurs, c'est l'accès au marché. Est-ce que, Gérard, c'est le premier élément qui est ressorti de vos consultations, ou est-ce que vous pensez qu'il faut démarrer par un autre élément? Je vous écoute. Eh bien non, ce n'est pas le premier. Alors allez-y, Gérard. Mais comme vous le disiez tout à l'heure, Stéphane... quand on tire, on tire la pelote et tout vient. Mais dans la réalité, ce qui est assez intéressant dans cet atelier, c'est que on s'est plutôt intéressé à l'amont, en fait. C'est-à-dire, on s'est plutôt intéressé au passage, finalement, du premier investissement de recherche, du premier prototype, de la première preuve de concept, etc., à la possibilité, effectivement, ensuite de faire grandir les entreprises et ensuite accéder au marché. Donc on est parti quand même à la source plutôt au début, en réfléchissant à comment on pouvait aider les start-upers français à optimiser finalement leur offre, que ce soit pour le marché français ou que ce soit pour le marché international. Donc on a beaucoup travaillé sur ce qu'on pouvait apporter comme assistance. Donc on a parlé effectivement de la mise à disposition d'une expertise
pluridisciplinaire. Alors, par pluridisciplinaire, on n'entend pas des gens qui ont plusieurs casquettes et plusieurs disciplines. Non, on entend des gens qui sont des spécialistes du market access, des spécialistes du développement clinique pour optimiser le développement clinique, des spécialistes de l'accès à l'international, et mettre à disposition effectivement ces experts pour aider les startups. Alors, d'une part, j'irais jusqu'à dire, si vous voulez, que parfois on s'aperçoit. Attendez, Gérard, vous m'entendez? Je vous coupe. Pardon. Je vous coupe parce que tout ce que vous êtes en train de dire, en fait, il y a un sous-jacent. En tout cas, c'est votre conviction, vous me l'avez dit, qui est que le système de santé est aujourd'hui incapable de bouger. C'est le sous-jacent qui fait qu'effectivement, vous mettez en place tout ce que vous décrivez pour lui dire « si, vas-y, bouge, tu vas voir, ça va être génial ». Non, je ne suis pas d'accord avec vous. Il n'y a pas ce sous-jacent-là, parce que quand vous dites que le système de santé est incapable de bouger, il a beaucoup bougé, il s'est beaucoup transformé. Néanmoins, il reste effectivement beaucoup de trucs qui coincent, si vous voulez, dans le système. Et quand on dit que le système de santé n'a pas beaucoup bougé, c'est pas vrai. Je pense qu'en fait, on a des hôpitaux qui sont extrêmement portés sur l'innovation. Jean-Yves Blais vous en parlera effectivement pour les centres de lutte contre le cancer. On a donc, en fait, ce qui manque, c'est des branchements entre le système de santé, un peu organisé entre le système de santé au sens opérationnel et les entreprises et les start-upers qui innovent. Et après, il y a tout ce qu'on pourrait appeler tout ce qui facilite et fluidifie l'accès au marché et qui relève effectivement des pouvoirs publics. Bon, Gérard, je vais solliciter nos deux invités en plateau sur cette première partie. On se retrouve dans un instant et puis je vais aller voir Jean-Yves Blais, évidemment. Sur cette première partie, alors en fait, ça s'appelle, dans l'ensemble des propositions qui ont été produites, émises, accompagner le système de santé dans l'accueil des innovations. Corinne, accompagner le système de santé dans l'accueil des innovations. D'abord, est-ce que vous diriez-vous, alors, moi il me l'a dit, maintenant il veut moins le dire, mais est-ce que vous me diriez-vous qu'il y a un problème quand même de sclérose, voilà, disons-le, sur notre système de santé, qu'il a du mal à bouger? Et donc, est-ce qu'il faut effectivement déployer énormément de moyens, de marketing, de pédagogie pour l'inciter à accepter ces innovations? Alors, je pense déjà, Monsieur Bouzou l'a bien dit tout à l'heure, il n'y a pas un marché européen comme un marché américain, parce qu'en fait, ça se passe en deux parties. Il y a l'autorisation de mise sur le marché qui, elle, est bien donnée au niveau européen par une agence européenne. Ça, les régulateurs européens ont fait leur job. Il y a une autorisation de mise sur le marché qui, elle, évalue des aspects sanitaires. Et donc là, du jour où vous avez cette autorisation, vous pouvez aller sur tous les pays européens. Ça, c'est un pas très important qui a été franchi dans les années 90. Après, chaque pays décide s'il va rembourser ou pas ce traitement, On va ce en reparler médicament. tout à l'heure, Corinne. Mais donc, en fait, si vous voulez, il y a quand même ces deux étapes. Et je pense qu'après, c'est là où il y a cette fragmentation dont M. Bouzou parlait. Comment on fait? Alors, oui, mais on va en reparler de la question européenne. Là, la question, c'est comment on fait pour que, en gros, le système de santé ne perçoive pas l'innovation Oui. comme une entrave, Alors, comme quelque chose qui vient perturber en fait un système qui ne marche pas si mal que ça. Alors, je pense que pour les médicaments, pour le coup, parce que vous avez cité beaucoup d'innovations, Ouais. il y a beaucoup d'innovations, on peut dire que le médicament a plutôt une certaine chance par rapport au reste des innovations dans la santé. Aujourd'hui, on ne connaît pas des procédures équivalentes à ce qui existe, par exemple, pour l'accès précoce pour le médicament. Et il y a une réforme qui est en cours, qui va quand même améliorer les choses. Comment donner accès aux patients français de manière précoce à des innovations qui sont en cours d'évaluation par les autorités. Donc ça, c'est un point très positif. Mais il ne suffit pas que ces innovations rentrent dans certains centres médicaux comme celui de M. Blais. Il faut ensuite qu'elles puissent se diffuser. Et en se diffusant, nécessairement, elles vont changer significativement la pratique médicale. Elles peuvent remettre en cause les structures, le nombre de lits. Elles peuvent avoir des effets très structurants sur le système. Et c'est là qu'il y a une résistance du système à vouloir le faire évoluer. Franck? Là-dessus, en tout cas, je pense qu'il y a moyen effectivement d'améliorer les choses de façon assez évidente parce que la mesure qui a été proposée, c'est faire en sorte que le système de soins anticipe les changements organisationnels qu'une innovation viendrait apporter. Moi, je pense que ça a beaucoup de mérite. Aujourd'hui, on a une vision annualisée des dépenses de santé. Il nous manque effectivement une vision prospective, une politique de santé
Et ça, pour moi, ça rejoint ce message. Et pourquoi ça a du sens pour les innovations précoces ? C'est parce qu'il est très important, on l'a dit, c'est-à-dire qu'il faut accompagner ces entrepreneurs, faire en sorte qu'ils arrivent à se déployer le plus vite possible. On va y aller. Restons sur le système de santé, là. Restons sur la façon dont le système de santé peut l'accueillir. Pourquoi ça a du sens dès le début ? C'est qu'aujourd'hui, on a une dynamique entrepreneuriale qui est massive. La BPI nous soutient, la DGE nous soutient. Donc, il y a une dynamique entrepreneuriale en France qui est extrêmement forte. On l'a vu. En revanche, dans le domaine de la santé, je pense qu'il faut accompagner cette dynamique entrepreneuriale d'une certaine exigence. Cette exigence, elle est portée par le fait que ce sont des développements longs, coûteux, risqués. Et donc pour moi, pourquoi c'est important que le système de santé se préoccupe de ces innovations précocement ? Ça a deux vertus. Ça a une vertu sur l'organisation interne, de savoir comment ces innovations vont s'intégrer dans le parcours de soins, mais ça a aussi une vertu qui fait que l'innovation qui est portée au départ va avoir du sens à la fin. C'est-à-dire que vous avez les deux informations. Une information qui provient, qui informe le régulateur, l'évaluateur, mais c'est aussi une information extrêmement précieuse pour les entrepreneurs, parce qu'ils vont connaître le parcours pour aller jusqu'au bout. C'est là que je ne rejoins pas le premier interlocuteur. C'est très important pour un innovateur. C'est pas le tout de financer le début, c'est pas le tout d'accompagner le début. C'est la fin qui compte pour pouvoir avoir le parcours. Franck, on va aller retrouver maintenant Jean-Yves Blais, qui est aussi à distance, donc le président d'Unicancer. Jean-Yves, alors je lis d'ailleurs l'une des propositions qui colle tout à fait avec ce que disait Franck. Assurer systématiquement une représentation de la démocratie sanitaire dans les instances traitant de l'innovation en santé. C'est ça que vous aviez en tête, Franck. Jean-Yves, vous m'avez dit, c'est fondamental. Et vous m'avez même dit, notre sauvetage viendra de là. Alors, je ne crois pas qu'on soit dans une situation si critique, mais allez-y, dites-moi ce que vous aviez en tête en disant ça. Non, ce sauvetage dans le sens où nous essayons collectivement de progresser. Très clairement, les patients, les personnes que nous sommes engagés à servir dans l'ensemble de cet écosystème complexe doivent être davantage au cœur du processus. Davantage au cœur du processus pour l'entrée des innovations dans le système de recherche. Et je pense que de ce point de vue-là, les faire venir pour qu'ils insistent sur la nécessité dans laquelle nous sommes de nous réformer, d'accélérer les processus, de ne pas mettre de barrières supplémentaires qui ralentissent l'accès à l'innovation, c'est un point essentiel. Je crois beaucoup à leur contribution dans ce domaine. Je crois également beaucoup à leur contribution dans ce domaine aux étapes plutôt finales qui viennent d'être évoquées, une fois que la recherche a été réalisée, que le processus d'acceptation du résultat obtenu est obtenu au niveau des autorités de santé, de le mettre à disposition du système de santé pour que cela transforme. Là aussi, il y a des barrières à franchir et les goulots d'étranglement ne sont jamais mieux franchis que par les personnes que nous sommes engagés à servir, qui sont les patients à la fin. Et les représentants des patients, les représentants des associations de patients à toutes les étapes de dispositif, à mes yeux, sont essentiels car ils permettent de nous assurer que nous accomplissons bien notre mission et que nous ne sommes pas engagés dans quelque chose d'un petit peu circulaire qui, au fond, réfléchit plus à la méthode qu'aux fins dernières qui sont de servir le patient. Tout à fait. Mais est-ce que vous diriez, Jean-Yves, qu'il y a une opposition entre d'un côté les malades et les praticiens et de l'autre côté les autorités réglementaires et les financeurs ? Non, je crois qu'il n'y a pas d'opposition. Tout le monde essaie de faire bien. La question, c'est comment on fait bien ensemble. Et c'est là-dessus qu'on a besoin de se parler. À partir du moment où un certain nombre de questions se posent et où on ne se comprend pas très bien. Je donne un exemple. Les 15 ou 20 pages de notices d'information ou de consentement éclairé des études cliniques qui sont très régulièrement depuis plus d'une décennie, revues par les patients comme étant inappropriées, inutiles, source en fait d'une non-information, alors que tout le monde, et à commencer par les autorités de santé, souhaite informer davantage le patient. Et c'est exactement ce genre de choses qu'il faut fluidifier et améliorer dans le dialogue. On veut tous la même chose, on veut que ça fonctionne bien. Il faut pour que ça fonctionne bien, qu'on mette sur le doigt des incompréhensions et que là où on pense que c'est indispensable d'avoir la liste, je donne un exemple, tous les effets secondaires potentiels, y compris exceptionnels, y compris non attribués, en fait, les patients veulent quelque chose, une information beaucoup plus synthétique, beaucoup plus pratique et sans être
sans éluder les questions qui restent un petit peu dans l'ombre. C'est ce genre de choses qu'il faut faire, je crois. Mais alors, restez là, Jean-Yves, mais sur cette question, je vais me tourner vers l'industriel quand même. Les notices, c'est quoi? C'est réglementaire finalement? Oui, c'est très très réglementé. En fait. Voilà, c'est ça. Et c'est vrai qu'on aurait intérêt à travailler sur quelque chose qui parle beaucoup plus aux patients. Et c'est vrai qu'il y a un travail aujourd'hui. Vous n'avez pas le droit de le faire presque. En tout cas, on peut faire des propositions, mais au bout du compte, c'est vrai que ce sont les autorités qui décident. Il y a un aspect, mais je pense qu'on a tout intérêt à faire des propositions et à travailler avec les associations de patients qui rentrent beaucoup plus dans le système quand même maintenant. Hein. Ah oui. Ça, c'est un aspect très positif depuis plusieurs années à différents Et qui seront là d'ailleurs présentes, je tiens à le dire, je ne l'ai pas encore dit, mais chacune de ces thématiques. Alors parfois les patients, quand ils sont vraiment directement concernés, seront présents sur notre plateau, mais tout à l'heure, c'est bien un représentant des patients qui viendra clôturer cette thématique. Mais par exemple, on travaille maintenant sur des moyens plus pertinents et plus actuels sur le recrutement des patients. Vous voyez, par les médias sociaux, par des médias. Traditionnellement, c'était uniquement la file active d'un hôpital. Ouais. Donc aujourd'hui, on utilise des moyens modernes qui nous permettent d'avoir une population plus diverse, qui a besoin des soins. Donc ça, clairement, il y a des évolutions, hein, mais on reste encore très, très, très réglementé. Et on a tout intérêt à faire ce que disait M. Blais, de faire évoluer ces documents. Alors, je vais me retourner vers vous, Jean-Yves Blais. Je vais vous lire une série des propositions. Il y en a beaucoup, hein. Il y a des grandes propositions et puis des sous-thématiques, mais autour de cette question. Certaines d'entre elles, d'ailleurs, je dois vous l'avouer très sincèrement, m'échappent à moi qui ne suis pas professionnel de la santé, notamment simplification et accélération du codage des actes, avec tarification temporaire, codage par assimilation, réorganisation des blocs opératoires, accès à la nomenclature des tests. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur tous ces éléments-là, très techniques justement, mais c'est la vertu de ce think tank aussi. Hein. Il y a une longue liste d'éléments qui sont livrés dans cette liste. Un exemple quand même pour rendre les choses tangibles. Lorsqu'un nouveau test est mis en place qui permet de guider l'application d'une thérapeutique qui n'est utile que dans une fraction des patients, disons par exemple une analyse moléculaire sur un échantillon d'une tumeur d'un patient, très souvent on attend longtemps pour que ce test soit effectivement mis à disposition. Or, comme ces tests sont souvent coûteux, le résultat net, c'est que seule une petite fraction des établissements sont capables de procéder à ces tests et donc d'avoir l'information et donc de procurer le traitement aux patients adéquat. Une fluidité dans la mise à disposition de ces remboursements, y compris temporaires, je suis assez d'accord avec cette proposition, pourrait être très utile, permettant d'une part d'ouvrir et de distribuer les possibilités d'accès à ces traitements innovants plus facilement sur l'ensemble du territoire, et puis d'autre part d'éviter qu'au fond, dans une certaine mesure, ces tests compliqués soient faits avec des financements à cheval entre la recherche que ça n'est plus et de la routine que ça n'est pas encore ou que ça va être prochainement. Corinne, je vous voyais Je pense qu'en approuver sur toutes ces questions. Oui, parce qu'en fait, il faudrait créer plus de souplesse dans tout le processus. Et c'est ce qu'on essaye de faire dans le médicament, mais qui est encore plus difficile aujourd'hui pour toutes les autres innovations, puisqu'on parle des tests, des dispositifs médicaux, des procédures chirurgicales. C'est de rentrer dans un système où on donne accès assez précocement, peut-être sur une petite population, on évalue ce que ça donne, et puis on peut envisager de restreindre ou d'élargir, et puis d'avoir un phénomène comme ça beaucoup plus itératif, avec des évaluations, vous voyez, régulières. Et c'est là où en fait on pourrait envisager, et puis de l'étendre à plus de centres, à une population prise en charge en ville. Voilà, il y a certainement cette souplesse-là qu'il faudrait arriver à développer et qui déjà est pas facile à créer pour le médicament, mais qui est encore plus difficile pour toutes les autres approches thérapeutiques. Franck, sur ce point-là, hein, et ensuite on va aller évidemment sur des sujets qui sont plus liés biotech et développement. Il y a quand même d'excellentes nouvelles sur le terrain qui arrivent. Là, vous allez avoir très prochainement un décret d'application de l'accès précoce pour le dispositif médical qui va exactement dans ce régime-là, c'est-à-dire de dire on va tester sur des populations particulières qui sont les plus souffrantes aujourd'hui pour que ces accès précoces à ces dispositifs, vous avez l'article 51 par exemple pour les solutions de e-santé. Donc il y a tout un tas de dispositifs qui sont aujourd'hui en cours pour faire de l'évaluation en vie réelle chez des patients avant la mise sur le marché de ces produits pour permettre à la fois de l'évaluation et aussi
permettre aux patients d'en bénéficier le plus tôt possible. Franck, Mais il vous m'en dites un mot de cet article 51, parce qu'il va être alors absolument partout dans chacune des tables rondes de ce dispositif. Qu'est-ce que c'est que l'article 51 ? L'article 51, c'est d'accompagner une innovation qui va modifier l'organisation du parcours de soins dans un certain nombre d'évaluations in vivo directement sur le terrain. Donc ça peut être local, donc il y a des ARS localement dans certaines régions. Agence régionale de santé. Voilà, agences régionales de santé qui vont tester ces solutions directement dans les milieux de soins. Et ça peut être des solutions de e-santé, ça peut être des dispositifs médicaux connectés, ça peut être... voilà. Et donc ça permet davantage d'expérimentation. Ça permet de l'expérimentation, ça permet aussi un lien avec le système de santé directement, puisque l'article 51 est porté par le ministère de la Santé, et donc vous avez directement des interactions avec les administrations. Et c'est ce qu'on disait, c'est-à-dire que l'anticipation de l'intégration de ces innovations dans les parcours de soins passe aussi par ces interactions-là. Et ça permet aussi quelque chose qui est très important, et on ne l'a pas mentionné, c'est que ces interactions-là permettent aussi de positionner de façon idoine la solution qui est proposée. Parce que vous avez cette interaction avec le ministère de la Santé, et qui fait que l'innovateur peut adapter sa solution en fonction du besoin réel. Donc, il y a vraiment ça, on va y aller, et là-dessus, vous dites c'est très très important pour les financeurs, voilà, qu'il y ait c'est rassurant. Cet alignement, voilà, cet alignement des planètes. Je vais retourner vers Gérard de Pouvourville. Gérard, à ce stade du débat, donc tout ce que vous disiez, alors je dois avouer, la connexion était pas excellente, donc c'est pour ça que je me suis permis d'intervenir. Tout ce que vous disiez, vous avez prononcé le terme de marketing à un moment autour de l'ensemble du système. Mettre en place des éléments qui vont permettre de davantage vendre l'innovation, ça fait partie aussi de la démarche. Vous m'entendez bien ? Il n'y a pas de problème ? Oui, c'est mieux là. D'accord. Je ne pense pas avoir utilisé le terme de marketing. Si vous écoutez mes co-intervenants, je les rejoins évidemment sur un point, c'est-à-dire on a mis en place plein de dispositifs au cours de ces dernières années pour fluidifier effectivement l'accès à l'innovation, que ce soit l'article 51 qui a d'abord été mis en place pour des innovations plutôt organisationnelles que technologiques, ou que ce soit l'accès précoce pour les médicaments, ou ce que dit Franck Mouton, je suis ravi de savoir qu'il va y avoir un dispositif d'accès précoce pour les dispositifs médicaux, mais Monsieur Mouton Franck se rappelle sans doute que c'est une disposition qui a été déjà mise en place il y a quelques années. Et en fait, ce qui se passe en France, c'est qu'on a mis en place réglementairement un certain nombre de dispositifs qui témoignent du fait qu'on a un appétit, une appétence pour les innovations, mais qu'au fond, ces dispositifs, ils fonctionnent pas très bien, en gros. C'est-à-dire, ils sont très lourds, très longs, très bureaucratiques. Et en fait, c'est pas tellement le fait qu'il n'y a pas un dispositif réglementaire qui bloquerait, il y a plutôt la mise en application de ce dispositif. Dans le dispositif médical, il y a le forfait innovation, ce qu'on appelle le forfait innovation depuis plusieurs années maintenant, qui met tellement de temps à être instruit qu'il n'a pas fonctionné. Donc aujourd'hui, ce qu'il faut faire, c'est s'assurer, alors que c'est vrai pour l'article 51, s'assurer que tout ça se fasse dans des délais raisonnables. C'est trop long. Tout ça se passe, c'est trop long. Donc l'intention y est, l'application au sens de la rapidité, de la fluidité et de la coopération entre les partenaires n'y est pas. Voilà. C'est juste pour compléter ce qu'il a dit. Donc il n'y a pas de mauvaise volonté des pouvoirs publics. Il y a probablement une inertie du système, un fonctionnement administratif trop lourd pour que finalement on puisse suivre rapidement l'implantation et la diffusion des innovations sur le territoire. Franck, vous vouliez réagir ? Oui, je trouve que c'est une vision aujourd'hui un peu pessimiste quand on voit ce qui est en train de se passer, parce que les choses quand même évoluent considérablement. Je pense que là-dessus, la vraie réflexion, c'est de savoir quel système de soins on veut pour la France. C'est-à-dire entre... Grande phrase, là. Non, c'est pas ça. C'est l'heure des grandes phrases. Mais non, mais en fait, quand on dit c'est pas fluide, on donne aux administrations une enveloppe budgétaire. La question, c'est est-ce qu'on défend les programmes, est-ce qu'on défend les franchises matures,
Quelle place à l'innovation? Enfin voilà, je pense que c'est ce vrai débat-là, ce qui fait que là, par exemple, quand Je on comprends prend le pas. décret- Attendez, détaillez le truc. C'est parce qu'on est au cœur du sujet là. Bah, J'ai l'impression. C'est-à-dire, En fait, bon, je reviens on donne une enveloppe budgétaire. Je reviens juste sur le fait qu'aujourd'hui, quand vous voyez le périmètre du décret d'application, il est vrai que dans les années précédentes, le décret qui avait été proposé sur l'accès précoce au DM, aucun dispositif médical n'était passé. Ça voulait dire qu'ils avaient démontré que le périmètre n'était pas accessible à l'innovation, puisque aucun n'avait candidaté, le périmètre étant tellement restreint que ça n'était pas accessible. Ils l'ont élargi, ça, enfin en tout cas c'est en cours. C'est quand même un sacré symbole, Franck. C'est un symbole. Non, mais bien sûr. Vous faites un décret et il n'y a pas une seule des innovations normalement consacrées par ce décret qui peuvent rentrer. Mais c'est pour ça que je trouve que les choses évoluent favorablement avec cette vision de laisser les innovations, en tout cas, tester. En tout cas, donner la chance à l'innovation, à être testée chez les patients. Ça vient. Le forfait innovation qui est proposé a été considéré effectivement il y a 3-4 ans comme étant inefficient. Les choses commencent réellement à arriver. Il y a un certain nombre de dispositifs médicaux qui bénéficient aujourd'hui de ces forfaits et qui les entrepreneurs en sont très contents. Ce que je disais au départ, c'est de dire, en fait, c'est quel système de santé on veut. Est-ce qu'on veut est-ce qu'on veut continuer à soutenir des médicaments, des dispositifs médicaux qui sont très matures sur le plan technologique, qui sont très matures sur le plan de l'innovation? Et quelle place on va laisser à l'innovation? Mais alors, pardon, mais c'est une question de journaliste de base. Qui est on dans votre phrase? Est-ce qu'on veut continuer à soutenir? Moi, je pense que on parle de démocratie sanitaire, c'est le vrai sujet. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on veut? Est-ce qu'on va faire comme la Belgique, c'est-à-dire de faire des arbitrages pour dire, non, notre système de santé ne prendra pas en charge cette innovation-là parce qu'elle est beaucoup trop chère pour notre système de santé. C'est ça la question qu'il faut se poser. Ce qui s'est passé pour l'hépatite C, il y a combien de temps? C'était il y a 2-3 ans, cette histoire autour de l'hépatite C? Oui. 14. 2013-2014 Oui, c'est si vieux que ça? Oui, ça fait. Non, où les autorités de santé ont commencé par dire écoutez, il va falloir que vous soyez très 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 malade pour qu'on vous donne le médicament dont on sait avec certitude qu'il va vous guérir. Tout à fait. Et ceux qui ne sont pas encore tout à fait très 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 malades, je crois que c'était des histoires de fibrose, c'est ça, je parle sous votre contrôle, ceux-là, ils attendront d'être très 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 malades pour être guéris. Et en fait, la résultante de ça, c'est que ça a coûté beaucoup plus cher à un État comme la France que d'autres États qui l'ont mis en place de façon beaucoup plus efficiente. Je m'explique, c'est-à-dire que, en fait, quand ce médicament est apparu, le système de soins français n'a pas anticipé le changement organisationnel que ça allait faire sur le terrain en termes de parcours de soins. Et au final, c'est arrivé de façon assez brutale, parachuté, comme étant, voilà, c'est un médicament qui sauve les patients. Et qu'est-ce que ça veut dire sur le plan de la prise en charge? Et donc, il a fallu adapter rapidement ces parcours de soins, et ça a coûté très cher. Ouais. Donc c'est ça aussi l'enjeu, pardon. Corinne. Non, mais juste, je voudrais compléter, parce que je pense qu'en fait, le problème, c'est la vraie innovation, elle va beaucoup plus vite que la réglementation et que la réflexion des autorités. Aujourd'hui, il y a une accélération aujourd'hui. En plus, il y a une accélération, on est dans une phase où en effet, toutes les industries de santé produisent énormément d'innovation. Et donc en fait, il y a un sujet qui, lui, est très complexe à traiter, qui est celui de la combinaison de technologies. Quand, par exemple, vous prescrivez un médicament, mais uniquement dans une population qui a eu un test très spécifique. Ça veut dire que vous devez combiner chez le même patient, d'abord le test, et ensuite lui administrer le médicament s'il répond bien à ce test. Et bien, en fait, le remboursement du médicament relève d'une certaine autorité, le remboursement du test d'une autre, qui n'ont pas du tout les mêmes règles, qui ne relèvent pas des mêmes, quasiment du ministère. Enfin bon. Et donc, si vous voulez, par exemple, ça c'est un exemple très concret auquel ont été confrontés il y a quelques années certains industriels. Et donc, ce ne sont pas en plus les mêmes industriels. Et qu'est-ce qui est fait pour que tout ceci soit mis sur le marché en même temps et dans les mêmes conditions et de manière, voyez, efficace? Ça, clairement, on n'y est pas en France, vous voyez, par exemple. Vous savez, Corinne, alors pardon pour l'image, ça me fait penser à ce qui se passe en ce moment avec la rénovation énergétique du bâtiment. Ah ouais. C'est-à-dire que c'est à ce point complexe qu'en fait, les professionnels, c'est peut-être ce que vous devriez dire, sont obligés de monter les dossiers pour ceux qui ensuite en profiteront. Et en fait, les industriels du médicament vont être obligés finalement
d'aller voir l'ensemble des instances réglementaires, puis ensuite de se tourner vers le patient en disant d'abord vous allez faire ça, puis ça, puis ça, puis ça, et a priori ça. Alors moi a je priori, pense ça qu'en marche. fait il faut qu'on co-construise avec les patients et les professionnels de santé des solutions. Vous voyez, nous devons, en fait justement on parle depuis tout à l'heure de la démocratie sanitaire. Ouais. Et c'est vrai que les patients ils ont leur vision et ils savent en pratique qu'est-ce que ça veut dire pour un patient d'intégrer, comment le parcours de soins se passe. En fait il faut, et ça les patients, les professionnels de santé sont les mieux placés pour le savoir. Et où est-ce que ça pourrait s'introduire? Où est-ce qu'on va avoir des problèmes dans le parcours du patient pour justement introduire cette innovation? Et tout ça, c'est un travail qui normalement se fait à plusieurs et dans lequel, en effet, on pourrait imaginer que les pouvoirs publics sont un peu peut-être l'orchestrateur pour pouvoir être sûr que cet accès va se faire de manière harmonieuse entre, idéalement, peut-être que demain, on aura un test avec un médicament, avec un objet connecté, avec une procédure de biologie, enfin j'invente, mais Bien sûr, une non, mais évidemment. combinaison de plusieurs approches et ça demande déjà qu'un élément tout seul, c'est pas simple, mais alors tout l'ensemble, et je pense que c'est le mieux, c'est de voir du point de vue du patient qui est celui qui va passer par toutes les étapes. Et ça, Alors, est-ce que Jean-Yves Blais est encore avec nous? Je l'espère, mais... Oui, Oui. Jean-Yves, vous êtes là, parfait. Donc, alors, pour le coup, on est au cœur de ce qui est, j'imagine, votre quotidien pour Unicancer. L'ensemble de ce sujet, disons-le, parlons du sujet de financement, de thérapie de plus en plus efficace, mais qui en même temps coûte de plus en plus cher. Comment est-ce que vous regardez tout ce qu'on est en train de se dire, Jean-Yves? Eh bien, on est effectivement dans une chaîne extrêmement interdépendante, puisque ça vient d'être indiqué par Corinne Blachier-Professeur. L'étape première du diagnostic, l'étape suivante de l'application aux patients d'un traitement sur la base de cet exclusif diagnostic, l'évaluation du bénéfice dans la population de patients considérés, tout ça est complètement intriqué et on ne peut envisager un système qui soit réactif que si on donne beaucoup plus de souplesse et de rapidité au remboursement ou à la prise en charge de ces différentes étapes. Si une étape manque, ça ne pourra pas fonctionner. Et ce que l'on a fait jusqu'à présent, c'est beaucoup interconnecter des outils diagnostiques destinés à des applications en routine avec de la recherche dite de transfert. Mais ça n'a qu'un temps. En fait, au fond, si on veut résumer les choses, on a eu pendant des années, des décennies en cancérologie, des évolutions extrêmement lentes des recommandations de pratique clinique. Aujourd'hui, les évolutions transformantes, les changements de pratiques cliniques se font sur mode trimestriel pour de nombreuses pathologies. Donc on ne peut plus avoir ce rythme de recommandations de pratiques cliniques qui découlent sur les remboursements ou les stratégies de prise en charge par la collectivité adaptée sur une base annuelle. C'est plus possible. C'est tous les 3 mois qu'il faut se poser la question et donc il faut adapter le système à cette situation d'évolutivité qui est une très bonne nouvelle pour le patient parce que évidemment les choses évoluent vite, mais qui doit être une très bonne nouvelle si et seulement si le patient a effectivement accès à ces outils qui vont du diagnostic jusqu'au traitement et jusqu'à l'évaluation des performances du traitement. Donc on a besoin tous collectivement de changer ce système et de le rendre plus fluide, plus rapide, beaucoup plus rapide. Attendez, Jean-Yves, je vais être sûr de bien comprendre. Tous les 3 mois, en cancérologie aujourd'hui, vous avez une innovation qui peut modifier une partie du protocole que vous suivez pour soigner tel ou tel malade. Ça va être exactement ça, parfois tous les 3 mois, parfois c'est un peu plus, ça, c'est pas toutes les pathologies tous les 3 mois, mais on a régulièrement des changements qui sont effectivement de cet ordre-là, oui, tout à fait. Mais ça veut dire aussi de votre part un boulot de formation considérable pour suivre l'ensemble de ces mouvements? Oui, mais c'est notre travail d'académique, c'est-à-dire qu'on lit la littérature, on change, on s'adapte, on abandonne ce qui marche plus, qui est plus pertinent. Qui est-ce qui envisagerait de faire des traitements par chimiothérapie du mélanome alors qu'il y a de l'immunothérapie et qu'elle change? C'est évident les exemples que je suis en train de donner, mais notre mission est d'appliquer la science au service du patient le plus rapidement possible et le plus efficacement possible dans l'état actuel des données de la science. Si la science bouge vite, on est obligé de bouger vite, sinon on est décalé, on est plus pertinent. La question du coût de l'ensemble de ces innovations, la question que posait Franck, c'est-à-dire est-ce que c'est un sujet aujourd'hui? Voilà, je ne vais pas le dire comme ça. Est-ce que c'est un sujet aujourd'hui? Est-ce que le praticien
ou le malade doit se poser la question du coût, du remboursement par les autorités de santé? Enfin, En tout cas, le praticien et l'établissement de santé dans lequel travaille le praticien se le posent très activement. Lorsque le médicament est pris en charge par la collectivité, il n'y a donc pas de problème, puisqu'on suit les recommandations de pratique telles qu'elles sont édictées par les autorités de santé. Lorsqu'il ne l'est pas, et que ça passe donc sur les fonds propres de l'établissement, là, il commence à y avoir un grand problème. Et notamment, on assiste à des décrochages occasionnels de situations où un médicament peut améliorer la survie dans une pathologie, mais pas être encore accessible au remboursement et coûter extrêmement cher. Donc, débat parfois difficile entre le praticien, entre son établissement, entre les directions sur procure-t-on aux patients un accès à ce médicament-là alors que l'établissement ne sera pas remboursé. Donc oui, c'est une question majeure. Mais à l'arrivée, la vraie question, c'est quelles sont les performances du traitement et qu'est-ce qu'on attend de ce traitement en termes de gain de survie par rapport au traitement antérieur. Et c'est comme ça qu'il faut se poser la question. Mais là encore, ça appelle à une réactivité plus grande de l'ensemble du système, à commencer par les médecins que nous sommes, mais également par les autorités de santé qui ont devant cette accélération de la science un impératif qui est de coller à l'accélération de la science. Franck, alors on va aller dans la dernière partie de notre débat et alors justement s'intéresser aujourd'hui en France à ceux qui pourraient être les champions. D'abord, donc président de France Biotech, hein, dans quel domaine aujourd'hui est-ce que vous avez identifié on a les startups les plus prometteuses? Est-ce que c'est la recherche fondamentale? Est-ce que c'est ce qu'on appelle la medtech, hein, les dispositifs médicaux? Je me souviens, enfin, pour le coup, ça avait été pour moi, journaliste, un choc, quand je crois que c'était un périodique canadien pour des enfants qui nous avait fait découvrir Bertin Naum, chercheur formidable en robotique, hein, robotique chirurgicale et notamment dans le cerveau, et que ce magazine canadien pour les enfants l'avait consacré parmi les 4 innovateurs les plus importants sur la planète, je crois, aux côtés de... Il devait y avoir Bill Gates quelque part. Enfin, voilà. Je n'en avais même jamais entendu parler. Et là, je me suis dit, on a un problème quand même. On a un problème de diffusion de ces innovations. Enfin, voilà, il y a un sujet. Donc, je me tourne vers vous. Où sont nos promesses aujourd'hui ? Alors, on a environ 1700 entreprises en France qui se répartissent un peu géographiquement en fonction des clusters de compétences. Vous avez environ 800 biotech, 800 medtech, donc qui développent ces fameux dispositifs médicaux, et une forte croissance vers la e-santé, avec beaucoup de porosité entre la e-santé et les dispositifs médicaux connectés, etc. Mais qu'est-ce que vous appelez e-santé par rapport e-santé, justement c'est toutes les applications qui permettent et qui utilisent la data, qui permettent de rapprocher le patient du système de soins, qui permettent au système de soins d'adapter la prise en charge, qu'elle soit thérapeutique, qu'elle soit en suivi, qu'elle soit investigationnelle, etc. Donc voilà. Donc vous avez ça en France, c'est un petit peu le périmètre, et avec comme je vous le disais, une très forte dynamique entrepreneuriale, très soutenue. Donc très soutenue par les fonds d'amorçage, les fonds d'amorçage régionaux, très soutenu par des dispositifs publics ou des dispositifs privés aujourd'hui? Les deux. Le démarrage est vraiment très soutenu. D'accord. Alors, passons à la phase... Ça pourrait être encore plus important, mais quoi qu'il en soit, je trouve qu'il y a une très belle démarche d'innovation et de création d'entreprise. Là-dessus, vous avez environ près de 60% des innovations qui sont développées dans ces sociétés sont issues de la sphère académique française. Ça vous prouve à quel point le système académique français, que ce soit la recherche fondamentale ou la recherche médicale, sont aujourd'hui en pointe dans le domaine d'innovation. Donc ça, c'est un premier point. Vous avez aussi l'organisation en France du transfert de technologie à travers INSERM Transfert, les SAT. Donc vous avez aussi une régionalisation. Donc ça s'est organisé. Ça mériterait effectivement de travailler un peu plus en collaboration. On le dit toujours, mais ça, je veux dire, en France, c'est vraiment la suite. Après, quels sont les domaines ? Le domaine de la cancérologie, mais ça, c'est pas une nouvelle. Enfin, je veux dire, vous prenez les industriels du LEM qui ne travaillent pas dans la cancérologie, ou c'est très rare. Vous avez donc la cancérologie, les maladies du système nerveux central, les maladies métaboliques, l'infectieux très loin derrière, sans commentaire, mais je pense que quand vous prenez l'industrie pharmaceutique, ça a été pareil. Donc maintenant, c'est revenu, on est venu sur le sujet. Donc, les domaines d'expertise sont réellement liés aux opportunités de marché à terme. Pourquoi ? Parce que les investisseurs viennent sur des modèles d'affaires qui sont pertinents pour eux.
Parce que quand les investisseurs viennent, vous le savez, hein, l'enjeu, c'est d'investir, de prendre des risques et d'avoir éventuellement une plus-value. Donc il faut que ce soit supporté par des modèles d'affaires qui sont viables. Ça veut dire qu'il y a certains domaines, alors même qu'on a une recherche académique de très haut niveau, une recherche médicale de très haut niveau, il y a des domaines qui ne sont pas soutenus par des modèles d'affaires pertinents. Et donc là, il faut avoir le courage de les abandonner. Ou il faut avoir le courage de les soutenir parce que si vous aviez Oui, mais pas alors, ce soutien. Non, mais en France par exemple, vous avez. Alors, non, mais je vous pose finalement la question, Franck, c'est celle-là. Est-ce que pour faire une terre de champions, il faut faire des choix? Bien sûr. Est-ce qu'on peut Évidemment. Donc il faut aller sur des domaines d'excellence et il faut aussi faire des choix qui correspondent. Donc ça veut dire abandonner certaines qui ne sont pas jugées pertinentes par cette démocratie sanitaire qu'on a essayé de décrire dans la première partie de ce débat. Et cette démocratie sanitaire, à mon sens, dans la mesure où vous avez, on l'a dit, des fonds privés, donc ça, chacun fait son choix, mais vous avez également beaucoup de fonds publics qui sont utilisés pour déployer ces innovations. Et là, ça peut être porté par des choix qui sont portés par notre système de santé. C'est-à-dire de dire quels sont les trous dans la raquette, où est-ce qu'on est excellent et où est-ce qu'on met le paquet. Et de faire ces choix-là et de faire en sorte... Et parce que j'aime bien, quand on discutait, vous avez employé le terme de liste de courses que j'aime beaucoup. C'est-à-dire, c'est le système de santé, la démocratie sanitaire, enfin tout ce qu'on a essayé de décrire. Exprime ses besoins. Qui exprime ses besoins, qui donne une sorte de guide. Et à ce moment-là, les financements, parce qu'il faut bien en parler quand même de ces financements, ils arriveront. Voilà. Alors non, il n'y a pas que ça. Il y a exprime ses besoins et accompagne le développement. C'est-à-dire que c'est la fameuse liste de courses. Ouais. C'est-à-dire que le régulateur, l'évaluateur, s'il pouvait s'engager un peu plus tôt en nous disant voilà ce qu'il me faut pour que j'accepte l'accès précoce, voilà ce qu'il me faut pour que j'accepte l'autorisation de mise sur le marché. Si vous m'amenez cette liste de courses-là, sous réserve que ça fonctionne évidemment, j'accepte. Eh bien, ce qui se passe sur l'énergie un peu. Ce qui se passe de l'autre côté de l'Atlantique d'un point de vue de la régulation. C'est-à-dire que quand vous allez voir les autorités, l'agence du médicament américaine, que vous leur dites, voilà, mon projet c'est ça, ils peuvent vous valider votre plan de développement et ça les engage. Il y a même, je crois, des procédures d'urgence. J'ai vu des entrepreneurs revenir des États-Unis en disant on est fast track, je crois, de la FDA. Et à ce moment-là, effectivement, tout le monde comprend qu'il y a quelque chose. Et ça rassure les investisseurs parce qu'ils savent exactement, à chaque fois qu'ils mettent un euro, à quoi ça va servir. Et ils ne vont pas se retrouver en fin de parcours à dire, finalement, il faut refaire ça. Corinne. En fait, l'Agence européenne du médicament, elle essaye d'avoir un peu ce type d'approche au niveau réglementaire. Elle fait aussi des paris sur des produits et elle donne par exemple des AMM conditionnels. Le souci qu'on a après dans chaque pays européen et notamment en France, c'est que les autorités du remboursement ne veulent pas faire de paris en réalité. Elles sont très risque adverse en fait. Et donc, elles veulent avoir le maximum de données pour pouvoir prendre une décision. Et c'est pour ça qu'on essaye de travailler avec la Haute Autorité de Santé sur cette idée d'éléments conditionnels, de pouvoir poursuivre ce qui est fait au niveau européen avec le EMA, au niveau de la France, avec l'idée d'un remboursement conditionnel, avec une réévaluation. Alors, elle a commencé... Donc ça veut dire que c'est vous, à ce moment-là, qui porteriez le risque. Exactement, mais il faut aussi qu'eux acceptent de partager ce risque et de revoir... Alors, ils ont commencé sur certains sujets, mais sur un petit nombre de sujets très très limités. Et en fait, ce que vraiment on pousse au niveau du LEM, c'est vraiment de pouvoir élargir à plus de situations parce que justement l'innovation ne peut pas arriver avec l'ensemble des réponses à toutes les questions. Ça n'est pas possible. Et ça, c'est vrai qu'un payeur a beaucoup de mal à prendre des paris. Il veut la certitude. Et ça, c'est difficile. Oui, je crois que c'est vous qui m'avez dit, Corinne, par définition, l'innovation arrive sans prévenir. Voilà. Enfin, voilà. Enfin, en tout cas, voilà. D'où l'intérêt de les impliquer très tôt, parce que ça les sensibilise et ça permet de faire évoluer le système. Les recommandations qui sont aujourd'hui disponibles ne vont pas être adaptées aux innovations qui vont arriver demain. Ouais, c'est ça. Et ça, pour moi, de les impliquer le plus tôt possible dans ce que les innovations pourraient faire pour eux, ça permet aussi de sensibiliser au fait qu'il faut faire évoluer la façon d'évaluer les produits en fonction des innovations aussi qui arrivent. Alors, il nous reste quelques minutes avant de recevoir un mot, Corinne, parce que je voudrais me tourner vers Gérard de Pouvourville pour... Je pense que comment France Biotech représente des petites sociétés qui ont encore plus de soucis dans leurs interactions, et c'est vrai que ça peut être le rôle de plus grandes sociétés comme la mienne ou un certain nombre, d'aider, de faire ce coaching pour trouver justement comment bien structurer ces données, comment bien structurer un dossier, comment accompagner et démarrer précocement.
Ça, c'est un énorme sujet sur l'innovation, tout domaine. Est-ce qu'il faut que Non, les mais gros accompagnent les petits? La terre de Moi, je ne champ- suis pas sûr, Corinne, mais ce serait On un peut autre... aider. ce serait- Non, mais la Ça terre peut de endormir champion, la aussi, terre de ce serait un champion, si on compare avec Boston, parce que souvent on compare avec Boston, ce qui se passe à Boston, c'est que les cadres des industries de ce secteur-là font en permanence des sauts entre l'industrie, les biotech, l'industrie, les biotech. Et ça, c'est cette porosité-là qui fait que vous avez de l'ambition et des capacités d'exécution. Et c'est ce qui nous manque aussi aujourd'hui. Écoutez, Franck, moi, je peux le dire. Il y a un patron de Sanofi, Chris Vibarer, qui a quand même été viré par son conseil d'administration parce qu'il passait trop de temps à Boston, justement, et parce qu'il s'intéressait peut-être trop aux biotech. Donc, ça veut dire que ce mariage, il est parfois complexe et que parfois, même dans les conseils d'administration des grands laboratoires, on a un tout petit peu de mal à comprendre ce qui est en train de se passer. Gérard de Pouvourville, pardon Gérard, il nous reste quelques minutes là avant d'accueillir les patients. Qu'est-ce que j'ai oublié ? Et quel est le point dans la richesse de l'ensemble de ce que vous nous apportez sur lequel il faudrait insister dans les toutes dernières minutes de ce débat? Je ne vois pas parce qu'en fait, là, vous avez repris dans le débat, on a repris finalement un peu l'ensemble des propositions qui partent de la démocratie sanitaire pour arriver effectivement à l'accès au marché, si on peut dire. Après, chacune de ces propositions doit être retravaillée peut-être pour être plus explicite et plus précise sur un certain nombre de points. Je pense que ce que le débat reflète bien, c'est un peu un paradoxe en fait, la situation française, je dirais. C'est un peu un paradoxe, c'est-à-dire que on ne peut pas vraiment dire que les pouvoirs publics ou l'assurance maladie ou les professionnels, évidemment, se désintéressent de l'innovation et n'aient pas d'appétence pour l'innovation. On a effectivement on a une vraie difficulté. On a plutôt tendance, quand on gère l'innovation en France, à essayer de la gérer par de la réglementation, et de la procédure de la réglementation. Et on a du mal probablement à mettre de l'huile dans les rouages. Je reviens sur un certain nombre de dispositions qui ont été prises dont Franck Mouton a parlé, et je suis d'accord, on peut être optimiste, mais on a vraiment une problématique de est-ce que les gens qui mettent en place cette réglementation sont eux-mêmes, entre guillemets, imbibés de l'idée que il faut regarder ça de façon positive et pas simplement de façon j'applique la réglementation. Et c'est ça la vraie difficulté, je pense. C'est parfait, merci Gérard. Un mot de conclusion, Corinne, avant d'accueillir Jean-Luc Plavis, qui est le représentant des patients sur cette table ronde. J'aime bien la conclusion, en effet, de Gérard, c'est que l'innovation, elle est disruptive, elle bouleverse plein de choses, et donc il faut la voir comme une source de bénéfices déjà pour les patients, mais aussi ça peut être une source d'efficience pour le système. Donc pas la voir comme un coût, mais la voir comme un bénéfice. Et ça, il y a un aspect culturel, au-delà de la réglementation, et c'est qu'il y a un aspect vraiment culturel vis-à-vis de l'innovation pour faire des terres de champions. Allez, on accueille pour faire cette terre de champions le représentant des patients pour la fin de cette table ronde. Et donc on termine avec un représentant des patients, le représentant des patients. Non, il y a énormément d'associations. Et d'ailleurs, toutes les tables rondes s'en félicitent de ce que les patients sont aujourd'hui vraiment en train d'investir l'ensemble de ce sujet. Jean-Luc Plavis, donc secrétaire général de la fédération Lien Trauma Résilience. Il nous reste quelques minutes, Jean-Luc, sur ce débat. C'est quoi la position des patients pour que la France soit une terre de champions pour l'innovation en santé ? Alors, nous, en tant que patients, bien sûr, on est très favorable à l'innovation. Après, la question, c'est l'innovation pour l'innovation, ça n'a pas forcément de sens pour nous. Ce que je veux dire par là, c'est que ce qui nous importe dans l'innovation en tant que patients, c'est quelle est la valeur ajoutée de l'innovation, de savoir quel impact cette innovation peut avoir, je dirais, à la fois sur notre parcours de soins, mais même, je dirais, notre parcours de santé, notre parcours de vie. C'est-à-dire, en fait, sur la qualité de vie, puisque, je dirais, tout dispositif, toute innovation. Et donc, ça veut dire être associé du début à la fin à l'ensemble du développement ? Ça rejoint ce qu'on a entendu au travers de, je dirais, de la démocratie sanitaire. Je dirais même, moi, de la démocratie en santé, parce que, voilà, le sanitaire, c'est vraiment réservé à l'hôpital. Moi, je parle plus de la santé, parce que le patient n'est pas qu'à l'hôpital, il est aussi en ville. Bien sûr. Il a aussi des besoins, des attentes. Je parlais au début de pilulier connecté, enfin voilà, des éléments de la vie quotidienne
c'est à domicile, Tout à fait. mais il y a aussi, pour pouvoir mener une vie sociale, familiale, professionnelle, on a parfois besoin aussi de ces innovations. Mais effectivement, on a besoin peut-être d'un peu plus de transparence dans l'attribution des marchés, transparence sur les financements de ces innovations. Et donc, là, on rejoint la question de la participation des patients et donc de cette démocratie sanitaire ou démocratie en santé. Il faut vraiment la renforcer en mettant aussi des patients, mais avec une vraie force, une vraie présence dans ce cadre-là, parce que si c'est juste pour être dans une instance, mais ne pas avoir de poids, je dirais que ça n'a pas forcément de sens. Mais effectivement, nous, je pense que... On a tout à y gagner parce que les patients seront forcément un levier aux côtés des innovateurs pour essayer de faire bouger les choses. Nous sommes aux côtés des innovateurs, nous sommes aux côtés des professionnels de santé, à côté aussi des institutions, pour faire aussi les bons choix. Et vous avez, Jean-Luc, pardon, mais à un moment, il faut une expertise aussi pour... Nous avons ce que nous appelons, nous, un savoir expérientiel en tant que malade. Voilà, c'est nous qui prenons les traitements, c'est nous qui sommes pris en charge, et ce savoir est important. Alors, il ne s'oppose pas, je dis bien, il ne s'oppose pas au savoir académique, au savoir scientifique ou à tout autre savoir, il se complète. Mais il est quand même important parce que ces innovations, elles impactent aussi, comme je vous dis, justement, la prise en charge et la vie des patients. Donc, on est parfois d'ailleurs assez surpris quand on intervient dans le cadre de la démocratie sanitaire, des positions des patients qui sont quand même tout à fait constructives dans ce cadre-là. 10 secondes, où est le principal blocage à l'innovation ? Il faut une réponse courte, vous êtes obligé. Le principal blocage, c'est tout à l'heure, on a entendu. Il y a une pléthore déjà, je dirais, c'est peut-être ce manque de participation des patients où on va construire de l'innovation, enfin que ce soit des applications, des dispositifs, sans vraiment entendre, sans prendre en compte la parole des patients. Hors sol, comme on dit aujourd'hui. Hors sol. Ou presque in vitro, d'ailleurs, ce serait mieux adapté. Aussi. Mieux adapté à cette table ronde. Merci beaucoup, Jean-Luc. Je vous en prie, merci. Merci à tous donc, de nous avoir suivis. 4 domaines, 4 tables rondes à votre disposition autour de ce think tank éphémère.